Benoît, merci de me consacrer une dizaine de minutes parce que j'ai eu l'occasion de te suivre ce matin. Alors déjà, Benoît, comment c'est venu cette passion d'être pilote de montgolfière? Alors pour moi, c'est assez simple. Mon papa a un jour fait un baptême de l'air, comme beaucoup de gens font, et ça lui a tellement plu qu'il s'est dit qu'il voulait être pilote de montgolfière. Moi, à cette époque-là, j'avais 8 ans. Donc comme certains suivent leur papa au foot, à la pêche ou autre, moi je suivais mon papa pour aller faire de la montgolfière. Et donc quand j'ai eu 17 ans, il m'a demandé très simplement si j'avais envie de faire ça aussi. Et très bêtement, j'ai répondu oui, pourquoi pas. Et 25 ans plus tard, voilà où j'en suis. Alors, je pense qu'il faut des brevets pour être pilote. C'est une différente catégorie par rapport à la grosseur de la montgolfière, par rapport à la nacelle. Comment ça fonctionne les examens pour être pilote de montgolfière? Donc en fait, il faut savoir que maintenant c'est quelque chose qui se fait partout dans tous les pays d'Europe de la même façon. Avant c'était national. Donc le système veut maintenant qu'il faut donc réussir un examen théorique et réussir un examen pratique. Une fois que vous avez réussi votre pratique et votre théorique, vous devenez pilote privé, c'est-à-dire vous pouvez voler sur des petits ballons, prendre vos amis, votre famille, mais vous ne pouvez rien faire comme vol qui a attrait à quelque chose de commercial. Donc pas de publicité sur les ballons, pas de passagers payants, rien. Là, vous devez passer une deuxième qualification. Donc pour ça, on nous demande d'avoir 50 heures de vol d'expérience pour pouvoir passer cette deuxième qualification. Et là, vous refaites un deuxième examen avec un examinateur de nouveau. Et là, vous obtenez votre qualification professionnelle. Et là, alors, c'est la porte ouverte à l'exploitation commerciale de la montgolfière, donc publicité, baptême de l'air, ce genre de choses. Alors, après, quand tu fais des baptêmes comme ça, tu dois t'engager au niveau administratif pour faire des plans de départ, des plans d'atterrissage. Il y a une démarche administrative quand tu fais des baptêmes? Alors, moi, je vais parler pour mon cas. Donc, moi, je fais des baptêmes de l'air en Belgique. Donc, nous sommes soumis à des autorisations globales pour faire les vols. Ça s'appelle maintenant une déclaration. Donc, en fait, contrairement à la France, nous ne devons pas utiliser des points de départ qui sont homologués auprès de l'aviation. Nous, en Belgique, on peut prendre des terrains que nous jugeons adaptés à notre activité. C'est un avantage par rapport à la France. Et comme mon vol en ballon est conçu le vent, on ne sait jamais où on va atterrir. Donc on ne s'est jamais demandé à l'avance à un agriculteur est-ce que je peux atterrir chez vous demain voilà, on ne sait pas. Donc le plan d'attaque en fait c'est de venir se poser comme on a fait ce matin dans un endroit qui a déjà été fauché, où il n'y a pas d'animaux, où on ne dérange personne en fait. L'idée c'est on s'invite chez les gens parce qu'on ne peut pas leur demander à l'avance, mais tout en respectant leur travail et en respectant ce qu'il y a autour. Donc s'il y a des animaux ou quoi, on va essayer d'éviter de leur faire peur et de peut-être aller plus loin ou d'utiliser une approche différente pour arriver sur le terrain. Ouais, respecter l'environnement, les champs de culture, oui, après, oui, ça se comprend. Oui, c'est le but. On n'est pas là pour abîmer le travail des autres. On s'invite déjà chez eux, donc on doit respecter au mieux de nos possibilités aussi. Je veux dire, la priorité restera toujours la sécurité des passagers. Donc si par exemple je me retrouve dans une condition de vent qui augmente, par exemple, ça peut arriver, que le vent augmente pendant le vol et que ça devient limite de devoir continuer de voler, eh bien ma priorité ne va pas être de forcément d'abord trouver un beau champ où je n'ennuie personne, mais d'atterrir pour la sécurité des passagers. Mais je vais dire ici dans la région, l'accueil est assez favorable. Donc on n'a pas de problème, il y a beaucoup d'espace ici dans la région. Alors, la montgolfière, c'est ce qu'on te posait la question ce matin dans le véhicule. Est-ce que ça se dirige? Alors un ballon ne se dirige pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider à un moment donné, je voudrais aller à gauche ou je voudrais aller à droite. Ce que le ballon peut faire, le pilote via son ballon, c'est changer d'altitude. Donc, c'est ce que les compétiteurs font ici. On joue avec les altitudes pour trouver des courants d'air différents, des directions de vent différentes, pour eux aller vers des cibles et nous prendre la direction que nous avons envie pour aller vers, par exemple, un terrain pour atterrir qui nous semble propice. Comme ce matin, si vous voyez dans les images, je suis descendu vers un premier terrain, pensant y arriver directement, et en fait, très bas au niveau du sol, le vent était dans une direction complètement opposée. Voilà, donc là, je ratais le terrain. Donc ce que j'ai fait, je suis remonté pour reprendre mon vent que j'avais de façon initiale. J'ai été plus loin, je suis redescendu, et là, on nous a fait quasi une marche arrière pour arriver sur notre terrain. Donc ça, c'est quelque chose que on n'a pas souvent. C'est quelque chose qui va plutôt apparaître sur des vols du matin. Les vols du soir, les directions de vent sont moins changeantes sur de si petites différences d'altitude. C'est mieux le matin ou l'après-midi? Alors, tous les pilotes de ballon dans le monde entier vous diront que les vols du matin sont les plus beaux Oui. parce qu'on a le lever du soleil.
Tout à fait, Ça, on a c'est vu ça ce matin. déjà, c'est extraordinaire. Quand vous avez une région comme ici où vous avez beaucoup d'étangs et tout ça, ben, ça fait de l'humidité, donc ça fait des petites nappes de brume au sol. C'est très joli, ce que nous n'avons pas le soir, puisqu'avec la chaleur, c'est pas possible. Et on voit plus les animaux le matin. Alors oui, il faut se lever tôt, il faut être courageux, mais le spectacle en vaut vraiment la peine. Bon, j'ai vu sur tout l'ensemble des montgolfières que tu avais une voilure qui était plus importante que les autres. Bon, j'ai remarqué aussi que tu avais une nacelle qui était plus grosse. Mhm. J'ai vu qu'il y en a deux qui avaient deux feux, mais toi, tu en avais trois. Oui. Tu peux m'expliquer? Donc en fait, hein, les ballons maintenant, il y a plusieurs tailles, plusieurs volumes. Donc moi, je vole avec un ballon qui fait 7800 mètres cubes. La plupart des ballons ici font généralement entre 2600, 3000 mètres cubes, donc je suis 2 fois plus grand que les autres. Mais c'est un ballon qui est vraiment désigné pour faire du transport de passagers. Donc mon ballon peut prendre 12 passagers. Et donc c'est pour ça que la nacelle est plus grande puisqu'il faut plus de place pour mettre les personnes à l'intérieur. Et j'ai 3 brûleurs au lieu de 2 puisque j'ai besoin, en cas d'urgence, d'avoir une puissance plus grande pour arriver à un résultat plus rapide sur un volume pareil. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait, ce matin, j'ai vu qu'il y avait des flammes qui étaient plus intenses et il y en a qui étaient, c'est que des à-coups, des coups de flamme, on appelle ça. Alors, tu peux expliquer un peu ce fonctionnement parce qu'on a vu qu'il y avait deux flammes différentes. Voilà. Donc en fait, la flamme principale, celle qui fait le plus de bruit, qui apporte une chaleur normale dans le ballon, c'est le brûleur principal. Après, les constructeurs ont développé, par rapport à la problématique du survol d'animaux, un brûleur, ce que nous, dans notre jargon, on appelle le brûleur à vache. C'est-à-dire que c'est un brûleur qui va faire une flamme plus lumineuse, mais c'est une flamme qui fait moins d'ultrasons, parce que c'est l'ultrason du brûleur qui effraie les animaux, les chiens et autres. Et donc ce brûleur-là donne moins de chaleur dans le ballon. Donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas de façon permanente pendant tout le vol. C'est vraiment quand un pilote arrive sur une zone où il voit, ah, il y a des animaux, j'utilise ce brûleur-là à la place du principal, juste le temps de passer, et après on reprend notre brûleur principal pour continuer le vol. Alors, j'ai vu que tu avais quatre, j'appelle ça des bonbonnes, mode de Oui, gaz, des cylindres. des cylindres, voilà. Alors, j'ai vu que tu en as deux branchés, les deux autres, c'est en cas de secours, c'est si tu fais des parcours plus longs, ou c'est une sécurité en cas il y a une défaillance sur les deux bouteilles. Alors en fait, donc comme moi j'ai 3 brûleurs, j'ai 3 bouteilles de branchés. En fait, chaque brûleur a sa bouteille et j'en ai une quatrième qui est notre réserve. Donc maintenant, dans la loi européenne, il est demandé à chaque pilote quand on fait des opérations commerciales, ce qui est mon cas ici puisque je prends des passagers, de voir une autonomie, donc de faire un vol d'1 heure plus 30 minutes de réserve. Donc j'ai une quatrième bouteille qui est ma réserve. Donc ce matin on a volé pour ce qui est de mon vol 1h05. Comme il faisait très frais, on n'a pas beaucoup consommé de gaz, Ah ouais. donc j'ai fait même pas la moitié de mon quota de gaz habituel sur un vol d'1 heure. Alors, la petite question que je disais encore ce matin, je dis, tiens, j'espère que j'aurai l'occasion de te pouvoir parler Mhm. avec toi. La petite ficelle qui part du haut et qui redescend à ta nacelle, Oui. que vous avez décrochée ce matin, elle sert à quoi? Alors, elle a une double fonction. La première, c'est au gonflement. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est quand le ballon est ventilé avec de l'air froid, le pilote va envoyer sa flamme à l'intérieur. Le ballon est toujours à l'horizontale. S'il n'y avait pas des personnes qui tirent sur cette corde qui est dans la prolongation du ballon, donc pour faire une résistance, le ballon il va monter tout de suite. Et le problème, c'est qu'alors on n'a plus de place en tant que pilote pour envoyer notre flamme dans le ballon puisque le ballon veut se redresser tout de suite. Donc des équipiers tirent sur cette corde, le ballon n'arrive pas à se relever tout de suite, il y a une Vous le maîtrisez un résistance, peu? on essaye de le maîtriser, mais le ballon sera toujours plus fort que les équipiers, donc il finit par se redresser doucement, et au dégonflement, on réutilise cette même corde pour donner au ballon le mouvement inverse de devoir se pencher, et donc se remettre à l'horizontale au sol, spécialement quand il n'y a pas de vent. Quand il y a extrêmement beaucoup de vent, c'est-à-dire plus de 16 km/h, un ballon, généralement, on pourrait le dégonfler et le faire s'affaler au sol sans cette corde, puisque le vent va pousser sur l'enveloppe et donc donner ce mouvement naturel de bascule, en fait. Alors là, on va venir un petit peu sur le sujet que j'avais démarré dès le départ, pour ceux qui veulent être pilote de montgolfière. Le budget d'une montgolfière et l'achat d'une montgolfière. Si on veut partir en tant que débutant, parce qu'on démarre avec une petite structure, après on commence à monter un peu sur une gamme plus importante. Le budget, c'est énorme ou pas? Alors, c'est pas donné, je dois avouer. Donc, si je prends l'exemple d'un ballon 3000 mètres cubes, donc c'est-à-dire pilote plus 4 passagers, si vous l'achetez neuf, votre budget total pour l'enveloppe, la nacelle, brûleur, bouteille, vous pouvez aller, suivant les constructeurs, une fourchette entre 30 et 50 000 euros. Mais maintenant, il y a beaucoup de ballons, il y a un marché de l'occasion qui fonctionne bien dans le milieu de l'aérostation, où vous pouvez trouver tous ces éléments qui sont encore de
très bonne facture, de très bon état, et vous pouvez commencer avec un budget de peut-être entre 10 et 15 000 euros pour du matériel qui vous permettra justement, pour un jeune pilote, de faire ses armes, de faire son expérience. Et s'il fait un dégât, ben, ça fait moins mal au cœur de faire un petit trou dans un ballon qu'on a payé d'occasion que sur un ballon tout neuf. Ouais. Parce que je pense que ton ballon, vu qu'il a une capacité je pense que c'est 3 fois le prix. Ah, le mien, donc, on part sur un budget de 100 000 sans les véhicules. Donc, mais on ne commence pas à voler sur cette taille-là directement. Ouais. Donc, pour en revenir aussi à une question qui avait été posée, donc, une fois que vous êtes qualifié pilote commercial, en fait, on fonctionne aussi par groupe. Donc, le groupe A, c'est la lettre qui a été désignée. Vous allez jusque 3400 mètres cubes, ce qui est équivalent de 1 à 4 passagers. Puis après une certaine expérience, vous passez sur un groupe B, qui là va de 3400 jusqu'à 6000 mètres cubes. 6000 mètres cubes, c'est plus ou moins 10 passagers. Puis après, vous avez le C, qui lui va jusqu'à 10 000 mètres cubes. Donc 10 000 mètres cubes, c'est 16-18 passagers. Et puis après, vous avez la dernière catégorie, tout ce qui est au-dessus de 10 000 mètres cubes, le groupe D. Et donc là, les plus grands ballons au monde peuvent prendre jusqu'à 32 passagers. Alors nous, on a un président qu'on appelle ça le président de la Comcom. C'est un peu comme un président de région. Et il est très intéressé de faire venir 2-3 montgolfières. Est-ce que le coût pour un village ou pour une ville, ça monte quand même à peu près combien? Ceux qui voudraient vous demander pour venir faire des baptêmes dans une commune? Alors, bon, nous, on vient de Belgique déjà. Donc, nous, on aurait frais de déplacement. Mais l'avantage en Belgique, c'est que tout est moins cher qu'en France. Sauf pour les courses. Donc, c'est-à-dire que un baptême de l'air en France, donc comme ici au festival, je pense la moyenne c'est 250 € plus ou moins. J'ai pas regardé les tarifs. Ouais, 220 même. Voilà. En Belgique, vous êtes à 160 € pour la même chose, mais c'est en Belgique. Donc voilà. Moi, je dois avouer, on fait des baptêmes de l'air dans la région de Tournai, Mons. C'est pas loin de la frontière. On a beaucoup de gens de Valenciennes et tout ça qui viennent jusqu'en Belgique faire du tourisme et en plus faire un vol en montgolfière à moindre frais. Pour pouvoir te contacter, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que on peut, alors c'est Ballon, non, c'est Fiesta, non? Alors c'est ça. Alors c'est www.pearlballoon.be. Voilà. Alors merci Benoît parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir vu ce matin. J'ai eu l'occasion de le voir aussi atterrir. Et je peux vous dire que quand on voit dans les films que le caisson il tape, non, pas du tout, parce que j'ai eu l'occasion de le voir ce matin. Il a atterri tout en douceur, il a frôlé le bas de la paille qui a été coupé. Et franchement, il n'y a aucun risque. Et venez, vous êtes jusqu'à dimanche. Venez. Puis regardez, il est là. La petite bouille là. Merci Benoît et à ce soir. Eh bien, à ce soir. Voilà, merci Benoît de sa gentillesse de nous avoir passé une dizaine de minutes, de pouvoir nous expliquer un peu le fonctionnement, d'avoir des licences, comment ça fonctionne, parce que peut-être qu'un jour, ceux qui regardent sur mes chaînes, ils sont intéressés. Voilà, vous avez tout la panel de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver aujourd'hui ce que Benoît est là. Mais avant d'arriver où Benoît est arrivé, il faut commencer avec une petite nacelle de 4 passagers avec une voilure un peu moins importante. Déjà, le coût sera plus souple, parce que vous voyez, là, aujourd'hui, c'est 100 000 € ce qu'il a. Alors, Benoît, à ce soir. À ce soir. Merci. Allez, salut tout le monde.